Donc bonjour, je me présente, Marine Denardi, je suis commerciale pour la société Devolis. Devolis, c'est une entreprise du service numérique qui a été créée en 2007. Aujourd'hui, on est 50 collaborateurs. Donc notre particularité, c'est qu'on est des pure players Microsoft. Donc on est certifié à 3 reprises Gold chez Microsoft. Donc on fait du développement d'applications, de l'IA, de la data et les outils du collaboratif également. Donc, on a un lab d'innovation autour de la data et de l'IA. Et géographiquement, on est implanté en Normandie, en Aquitaine, ainsi qu'en Île-de-France. Moi, je suis Zoé Vangeluve, je suis responsable marketing, communication et conduite du changement chez Devolis. Et donc, c'est plus sur cette dernière partie, dans le cadre de l'accompagnement au changement, que j'ai été amenée en fait à accompagner des entreprises, notamment un petit peu sur leur gouvernance des outils collaboratifs 365 et Teams en l'occurrence. Guillaume Renard, je suis consultant Microsoft 365 Evolis. Donc voilà, mes missions au quotidien, c'est d'accompagner les clients dans la mise en place et l'utilisation des solutions Microsoft 365 comme SharePoint, Teams et la Power Platform. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec mes cinq astuces à moi. Enfin astuces, c'est un faible mot. 5 points hyper importants en fait, dans votre gouvernance, Teams, et après je donnerai la main à Guillaume, pour la deuxième partie. Donc la première chose, quand on met en place Teams, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi pendant le confinement, un peu forcé, parfois, pour pouvoir assurer le travail, à distance aussi de leurs collaborateurs. Et en fait, sans gouvernance, on se retrouve vite dans un environnement où c'est un petit peu la jungle, où il y a un petit peu, des équipes partout, pas toujours justifiées. Donc la première étape de la gouvernance pour redresser un petit peu le tir, ça va être de faire du propre, dans votre environnement. Faire du propre, dans un premier temps, bloquer temporairement, la création des équipes, et dans un second temps, supprimer, enfin trier un petit peu les équipes, supprimer celles qui sont inutiles, et réouvrir l'ouverture des équipes, mais de manière plus contrôlée. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en standard, vous voyez ici, dans Teams, on a la possibilité, tout le monde, c'est collaboratif, donc tout le monde a la possibilité de créer une équipe à partir de zéro, ou en partant d'un modèle. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. Mais donc, forcément, si on commence à faire du propre, ça sert à rien, si, au fur et à mesure où on nettoie, il y a d'autres équipes qui sont créées. Donc il vaut mieux couper les vannes dans un premier temps. Comment on bloque la création des équipes? Eh bien, en 2 étapes. La première étape, c'est de créer un groupe de sécurité dans l'Azure Active Directory. Donc j'ai pas le temps de vous montrer toute la, toute la manip, mais bon, enfin voilà, c'est dans votre Azure Active Directory, au niveau de vos groupes ici. Voilà, vous faites un nouveau groupe de type sécurité. Voilà, de type sécurité, vous lui donnez un nom, et cetera. Et la deuxième étape, ça va être d'aller exécuter script PowerShell, en fait, ça va avoir pour effet de n'autoriser la création des équipes que pour ce groupe de sécurité. Donc, vous mettez dedans, par exemple, quelques utilisateurs uniquement. Voilà. Donc ça, si besoin, je vous le mettrai dans le chat, si vous souhaitez faire ça dans votre environnement. Et puis si jamais vous avez des questions, ou que vous rencontrez des problèmes, bien sûr, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et alors plus précisément, c'est plus du ressort de Guillaume de faire ce genre d'opération, mais voilà, on se tient à votre disposition. Donc une fois qu'on a bloqué la création des équipes, on va trier les équipes. Et donc là, vous avez finalement dans Teams un certain nombre de rapports. Alors, Guillaume, rappelle-moi, je ne sais plus. Ah oui, ils sont là. Usage report. Sous pression, je ne sais plus exactement. Alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de données qui vont revenir ici, mais dans l'administration Teams, de quoi? Tu sélectionnes un rapport dans la liste ici. Ici, voilà, nickel, merci. Voilà, hop, app usage. Bon, il y en a un certain nombre en fait à ce niveau-là.
l'utilisation de l'application, etc. Et je pense qu'il y a aussi des données au niveau des équipes directement, Manage Teams de mémoire. Voilà, on voit ici quelques informations importantes. Par exemple, le nombre de propriétaires dans l'équipe, le nombre d'invités externes, est-ce qu'il y a des membres ou pas dans l'équipe. Et donc, on va partir à la chasse de toutes les équipes qui n'ont pas de propriétaire, par exemple parce que la personne est partie de l'équipe, enfin, est partie de l'entreprise tout simplement, ou qui n'ont pas de membres, ou qui sont des équipes qu'on a appelées tests, ou bien des équipes doublons. Donc là, il y a tout un travail d'enquête à faire. Et une fois qu'on a identifié les équipes à supprimer, la première étape, bien sûr, pour rester correct, c'est de contacter les propriétaires s'il y en a, pour les avertir, vérifier, valider avec eux qu'il faut bien supprimer l'équipe. Et dans un second temps, ensuite, après, on va pouvoir organiser la suppression de l'équipe. Si c'est un doublon, vous pouvez fusionner. Alors, les documents, il va falloir les migrer manuellement dans l'équipe que vous souhaitez garder. Par contre, vous ne pourrez pas conserver tout ce qui est conversation de chat dans l'onglet publication de l'équipe que vous aurez décidé de supprimer. À savoir qu'il y a une alternative à la suppression brute d'une équipe, c'est l'archivage. On peut archiver une équipe dans Teams et ça a pour effet en fait de la rendre disponible uniquement en lecture directement dans Teams. En fait, elle se mettra en bas, je crois, mais uniquement en lecture. Voilà. Donc ça, c'est faire du propre, globalement. J'avance un peu vite, bien sûr. Si vous avez des questions, on essaiera de garder quelques minutes, mais bien sûr, vous pourrez aussi revenir vers nous après le webinaire si besoin. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir créer des modèles d'équipe. Donc là, on réouvre les vannes, on redonne la possibilité à tout le monde de créer des équipes. Et comme vous le voyez ici, on ne part pas toujours de zéro. On peut utiliser une équipe existante pour la copier ou la prendre comme modèle pour partir sur la création d'une nouvelle équipe. Typiquement, si vous avez des équipes projets, vous pouvez tout à fait leur donner une forme similaire, que ce soit toujours le même nombre de canaux. Vous pouvez vraiment définir, voilà, est-ce qu'il y a des canaux publics ou privés à remettre à chaque fois? Est-ce qu'il y a certains onglets spécifiques, un planeur, un calendrier à mettre à chaque fois dans ce modèle d'équipe? Et l'utiliser ici, le rendre disponible directement dans le catalogue. Ce que vous voyez en dessous, ce sont des modèles standards proposés par SharePoint que vous pourrez découvrir. Et dans l'administration de Teams, vous avez aussi Teams Template ici. Ici, vous avez du coup la possibilité aussi d'aller créer, voilà, c'est un autre chemin pour le faire, créer de nouveaux modèles qui seront du coup, qui descendront dans le catalogue à disposition des utilisateurs. Et encore une fois, bon là c'est en anglais, mais ce sera peut-être en français, vous pouvez créer un modèle à partir de zéro, à partir d'un modèle Microsoft ou bien à partir d'une équipe existante à vous. Ça m'amène à, alors là, j'ai rien à vous montrer, mais à ce troisième point hyper important de la gouvernance, c'est qu'il faut définir des conventions de nommage dans vos équipes. C'est tout simple. Par exemple, mettre entre crochets un préfixe au début de vos noms d'équipe pour signaler, par exemple, que cette équipe est potentiellement ouverte à des utilisateurs externes et que du coup, les utilisateurs qui vont dans cette équipe doivent faire un petit peu plus attention aux données qu'ils choisissent de partager. Donc, il y a des moyens aussi, encore une fois, dans Teams, d'automatiser la création de préfixes comme ça dans Teams, à la création des équipes. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, quand vous créez un modèle d'équipe Teams, vous avez la possibilité d'inclure du contenu dans votre modèle. Ce n'est pas forcément une coquille vide. Vous pouvez, par exemple, tout à fait inclure dans le modèle un annuaire de l'entreprise ou, je ne sais pas, un carnet de contact client. Voilà. Et donc, du coup, ça signifie que dès qu'un utilisateur utilisera ce modèle d'équipe pour créer une nouvelle équipe Teams, il récupérera le contenu, le document, les données que vous aurez prévues et inclus dans le modèle. Je regarde l'heure qui tourne, ça va, je ne suis pas trop mal, mais je vais quand même essayer d'aller vite.
Mon quatrième point que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est de former, bien sûr, les propriétaires d'abord et les utilisateurs ensuite. Les former et les sensibiliser. Parce que votre gouvernance, on pourrait en parler des heures, il y a plein de petites choses, de petites astuces à connaître à différents endroits de l'administration 365, de l'administration Teams, de l'administration des équipes. Il y a des boutons finalement qui nous permettent techniquement de fermer les vannes, ouvrir les vannes, etc. Mais au final, la gouvernance, c'est aussi largement une question humaine. Et donc, vous devez embarquer avec vous les propriétaires, ceux qui vont gérer les équipes, pour qu'ils puissent garder en tête que Teams, c'est un outil où c'est pas un outil d'archivage où les documents doivent prendre la poussière. C'est un outil qui est conçu pour être vivant. Donc, il faut les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent régulièrement archiver les documents ou les choses obsolètes ailleurs, dans SharePoint, dans un lecteur réseau partagé, etc. Pour que ça soit pas la jungle comme avant et pour qu'on reste sur un environnement assez propre et du coup plus facile aussi à utiliser. C'est-à-dire qu'on va trouver plus rapidement l'information utile puisque on n'a pas tout ce qui est archivé et tout ce qui est obsolète. Les propriétaires aussi, il faut les sensibiliser sur la partie gestion des droits d'accès, bien sûr, autorisation des membres et des invités externes, et bien s'assurer que voilà, dès qu'ils font d'invitations externes, et bien que c'est évident, que c'est mis en évidence et que c'est explicite au niveau des conventions de nommage, etc., pour qu'il y ait le moins d'erreurs humaines possible dans le partage des informations. Des fois, ça peut aller vite, c'est peut-être juste du chat. On va dire ah, puis on transmet, on fuite une information qui devait rester strictement interne. Et on peut aussi, dans la sensibilisation des propriétaires, leur montrer un petit peu comment utiliser, dans Gérer l'équipe ici, tous ces canaux, notamment l'onglet Analyse ici, qui, encore une fois, ramène quelques petites informations intéressantes sur l'activité de l'équipe. Est-ce qu'elle vit toujours? Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui s'y connectent? Quels sont les principaux canaux inactifs, etc. Voilà, donc c'est important parce que les propriétaires, ça va vraiment être eux qui donnent l'énergie et la vie de l'équipe. Et les utilisateurs, bien sûr, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je pense que vous connaissez la chanson, mais voilà, il faut leur rappeler le cadre, dans quel cadre on utilise Teams, bien leur expliquer pourquoi Teams et pas OneDrive et pas SharePoint et pas, voilà, faire une sorte de matrice des usages et aussi d'expliquer dans quel cadre votre entreprise a choisi d'utiliser Teams. Parce que toutes les entreprises ne l'utilisent pas exactement de la même manière. Donc ça, c'est à vous de choisir vos priorités. Et qu'est-ce qu'on a le droit de partager? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de partager? Quelles sont les règles de confidentialité à respecter dans Teams? Et mon cinquième point pour la gouvernance, ça va être de monitorer le cycle de vie de ces équipes. Alors c'est un peu redondant avec ce que je disais tout à l'heure quand je vous parlais d'aller trier les équipes. On a vu qu'il y a différents endroits, même ici finalement on le voit, où on peut prendre la température et savoir si une équipe vit ou ne vit pas, et si elle est éligible à la suppression ou à l'archivage. Et bien ça, il ne faut pas le faire juste au moment où on fait le grand ménage de printemps. Il faut le faire régulièrement. Alors, à vous de définir si c'est tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Bon, tous les ans, ça commence à faire... voilà, vous ne faites pas le ménage chez vous juste une fois par an. Mais voilà, monitorer régulièrement tout ça pour s'assurer que l'environnement reste utile et que, voilà, que les utilisateurs ne sont pas perdus parce que il faut qu'ils restent pertinents en fait. Et bien sûr, du coup, donc monitorer le cycle de vie, ça se fait, je vous ai dit, dans l'administration Teams, dans l'administration 365 et ici aussi. Et il faut vraiment envoyer des demandes aux propriétaires pour archiver leurs documents et engager une suppression d'équipe lorsque le projet est terminé, lorsqu'il n'y a plus personne qui vient, plus personne qui échange, plus personne qui dépose des documents, etc. Vous avez, sachez, la possibilité de mettre en place un automatisme, par exemple, qui peut définir que on va mettre en place un processus de suppression ou d'archivage automatique au bout de N jours d'inactivité sur l'équipe. Par exemple, au bout de 200 jours d'inactivité sur l'équipe,
On envoie un premier mail au propriétaire pour lui demander ce qui se passe et puis une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, on procède à l'archivage. Voilà, désolée Guillaume, j'ai mangé sur ton temps. On aura peut-être 5 minutes de retard. Je te passe la parole pour la suite. Merci Zoé. Donc moi, les points voilà, que je voulais vous présenter, tout d'abord sur la partie application. Donc dans le centre d'administration de Teams, on va pouvoir gérer toutes ces applications qui sont disponibles pour les utilisateurs, hein, toutes ces applications qu'on peut retrouver au niveau des onglets dans les canaux des équipes. Toutes ces applications, les utilisateurs peuvent les retrouver ici également et ajouter ces applications et les épingler ici en accès rapide sur Teams. Toutes ces applications, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont activées par défaut. Voilà, quand on va dans les applications Teams, gérer les applications, on voit qu'aujourd'hui, il y a 993 applications qui sont disponibles. Donc, ce chiffre, évidemment, évolue dans le fil du temps. Il y a beaucoup d'applications qui sont ajoutées tous les mois. Par défaut, toutes ces applications sont autorisées. Vous allez avoir la possibilité, pour chacune des applications, de venir bloquer l'utilisation de celle-ci au niveau de vos équipes Teams. Donc ici, quand on bloque l'application à ce niveau-là, c'est vraiment bloqué pour tout le monde et elle n'est plus utilisable par les utilisateurs dans Teams. Ils ne la trouvent même plus dans le catalogue. On a une autre possibilité, c'est de gérer des stratégies d'autorisation. Donc il y a une stratégie d'autorisation globale qui existe déjà au niveau de toute l'organisation, qui autorise là, elle aussi, l'utilisation de toutes les applications. Mais vous allez pouvoir créer vos propres stratégies et définir des stratégies différentes en fonction du type d'application. On va retrouver en fait 3 grands types d'applications au niveau de Teams. Les applications Microsoft, donc toutes celles qui sont développées par Microsoft ou ses partenaires. Donc on va retrouver les applications SharePoint, OneNote, etc. Ensuite, on va avoir les applications tierces qui sont développées par des sociétés externes. Donc c'est la majorité des applications qu'on retrouve sur le catalogue. C'est beaucoup d'applications qui sont développées par des sociétés externes qui ne nécessitent pas d'achat pour venir les installer dans Teams, mais qui peuvent nécessiter l'achat d'un service ou un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Et le troisième type d'application, donc ce sont les applications personnalisées, des applications qui peuvent être récupérées par vos utilisateurs ou développées par des utilisateurs et chargées à l'intérieur de Teams. Donc ici, par exemple, ici dans le catalogue, voilà, on a la possibilité de charger une application personnalisée. Et donc tout ça, on va pouvoir le bloquer, dire bah voilà, j'autorise toutes les applications Microsoft, ou alors je les bloque toutes, ou alors j'en autorise certaines et par définition toutes les autres seront bloquées, ou j'en bloque certaines et par définition toutes les autres seront autorisées. Et donc ces 4 types de personnalisation, on peut le reproduire pour les différents types d'applications. Et cette stratégie, une fois qu'on va l'avoir créée, voilà, on va pouvoir gérer des utilisateurs, on va pouvoir attribuer cette stratégie à un certain groupe d'utilisateurs ou à certaines personnes pour définir qui peut utiliser quelles applications dans Teams. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était la partie accès externe et invité. Ici, dans les paramètres à l'échelle de l'entreprise, on voit l'accès externe. L'accès externe, donc c'est tout ce qui est communication, vraiment échange dans les conversations avec des personnes extérieures de votre organisation. Donc par défaut, c'est activé également sur votre environnement Teams. Et vous avez la possibilité de permettre à vos utilisateurs de dialoguer avec des personnes qui ont un compte Skype entreprise ou un compte Teams, mais aussi éventuellement de communiquer avec des gens qui sont sur Skype, le Skype grand public. Donc on a la possibilité de désactiver ça, effectivement, et d'ajouter des domaines qui sont autorisés. Donc si j'ajoute un domaine autorisé, par définition, tous les autres seront bloqués, et inversement, si j'ajoute un domaine bloqué, tous les autres seront autorisés. La conversation externe, par exemple, bah voilà, un utilisateur va rechercher ici dans la barre une adresse pour pouvoir échanger avec cette personne. Ici, je recherche, il me retrouve la personne dans les contacts et je peux discuter avec la personne, lui envoyer des messages directement dans Teams. On a un autre type d'accès qui est l'accès invité, qui est lui aussi activé par défaut et qui va permettre à vos utilisateurs d'inviter des personnes, non pas juste en conversation, mais directement à l'intérieur de vos équipes.
Et ici, dans vos canaux, vous allez pouvoir ajouter des membres. Et dans les membres, vous n'allez pas forcément ajouter des membres qui sont dans votre organisation, mais vous allez pouvoir inviter des personnes qui sont en dehors de votre organisation. Donc là, un utilisateur, ce n'est pas uniquement les utilisateurs de Skype et de Teams, c'est vraiment tous les utilisateurs. On les invite directement en leur envoyant une invitation via leur adresse mail. Voilà. Donc ça, on peut le désactiver et on peut, voilà, tout plein de paramètres qu'on peut modifier au niveau de l'accès invité sur nos équipes Teams. Le troisième type d'éléments, donc c'était sur le processus d'ajout des nouveaux arrivants et d'archivage des équipes. On peut, à l'intérieur des équipes Teams, définir directement des personnes de façon dynamique. Donc, c'est au travers des groupes Microsoft 365. On a vu rapidement tout à l'heure, Zoé nous a montré le portal Azure Active Directory. On va pouvoir se créer des groupes d'autorisation dans lesquels les membres vont ajouter dynamiquement. Alors, comment ça se passe? C'est par rapport à des règles qu'on va définir, par rapport à des propriétés de leur profil. Dire, voilà, si telle personne appartient à tel département, il va être automatiquement ajouté dans ce groupe de sécurité et donc automatiquement avoir accès à certaines équipes Teams. De la même manière, on va pouvoir aussi automatiser certains processus d'archivage. Alors, on a aussi au niveau des groupes Microsoft 365 la possibilité de définir une expiration sur les groupes et donc d'appliquer une expiration sur nos équipes Teams avec tout un système de mails de relance pour les propriétaires d'équipes à 30 jours, à 15 jours avant expiration pour demander la prolongation de la durée de vie de l'équipe. Le quatrième point, c'est sur la stratégie de protection et de rétention. On l'a vu, on peut bloquer les accès invités sur nos équipes Teams, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va vraiment bloquer pour l'ensemble des équipes. Pour aller un petit peu plus finement et autoriser les accès invités sur certaines équipes et pas sur d'autres, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les stratégies d'étiquettes de confidentialité et appliquer des étiquettes à certaines équipes et en fonction de ces étiquettes qui sont appliquées, autoriser ou pas l'accès externe, l'accès invité pour les utilisateurs. Donc voilà, identifier quelles sont les équipes sensibles, appliquer les bonnes étiquettes et appliquer les bonnes stratégies pour bloquer complètement et que vos utilisateurs internes ne puissent pas inviter d'utilisateurs externes sur ces équipes-là. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'était le modèle de provisioning. Zoé a parlé de faire du tri. Voilà, on a un petit peu perdu la main sur la création des équipes. Il y en a un petit peu partout. Il y a certaines organisations qui font le choix de bloquer totalement la création d'équipes et de mettre à disposition des utilisateurs un formulaire qui va envoyer une notification à un groupe d'administrateurs de l'organisation qui, eux, vont se charger de créer l'équipe. Donc voilà, toutes les demandes passent par une équipe d'approbation, une équipe d'administrateurs qui va faire la création pour vos utilisateurs. Donc ça, c'est le modèle un petit peu le plus restrictif. C'est un petit peu frustrant pour les utilisateurs de devoir attendre que la demande a été traitée par le service informatique de votre organisation pour enfin avoir leur équipe Teams et pouvoir commencer à collaborer à l'intérieur de celle-ci. Le modèle le plus permissif, c'est celui que Zoé a parlé tout à l'heure, c'est de bien former vos utilisateurs à comment utiliser les équipes Teams, comment appliquer les bonnes règles en appliquant des règles de nommage, en se forçant aussi à identifier, à désigner plusieurs propriétaires sur les équipes. Et on va pouvoir retrouver en fait un milieu un petit peu intermédiaire entre ces deux modes où on va pouvoir automatiser un maximum de choses. Et notamment, je pense, avec la Power Platform, qui est vraiment intégrée à l'environnement Microsoft 365 et qui va vous permettre de proposer un formulaire à vos utilisateurs pour renseigner tout un tas d'informations que vous allez définir et rendre obligatoires. Et après, une fois ce formulaire rempli, il va déclencher un processus automatisé de création de l'équipe en appliquant toutes ces règles que vous avez voulu appliquer sur votre gouvernance Teams. Donc, c'est un modèle, un cheval entre les deux. L'utilisateur a un formulaire, on lui impose certaines choses, mais en même temps, ça ne passe pas par une action humaine.
ça déclenche tout de suite derrière un processus automatisé. Donc, il n'y a pas ce côté frustration pour l'utilisateur de devoir attendre que sa demande soit validée et traitée pour pouvoir accéder à son équipe. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si tu veux rajouter quelque chose, Zoé. Il y a une question dans le chat. Est-il possible d'attribuer des droits majorés à des invités au niveau de l'Azure AD? Alors, qu'est-ce que vous entendez par majoré? Je prends le micro, ça va être plus simple. Oui. En fait, pour qu'un invité ait le droit de se comporter comme un membre d'équipe, en fait, qu'il puisse, je sais pas, créer des canaux ou lancer, enfin, qu'il soit pas, ouais, qu'il soit pas juste spectateur au niveau de l'équipe, mais qu'il puisse vraiment se comporter comme un membre à part entière. Donc normalement, un invité sur un canal, il peut échanger, il peut contribuer de la même manière qu'un membre. Il peut bien sûr partager des documents, répondre à des conversations à l'intérieur de l'équipe. C'est pas Oui. uniquement accès en lecture. Après, au niveau des paramètres de l'équipe, vous avez certaines autorisations que vous pouvez bloquer pour les invités, comme créer et mettre à jour des canaux ou supprimer des canaux. Mais après, tout ce qui est partie contribution, venir déposer un document, partager un document. Par contre, par exemple, ajouter un onglet, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire ça. Non, peut-être pas sur les onglets. Après, il faudrait voir au niveau des stratégies dont je parlais tout à l'heure, les Oui. stratégies de protection, avec les étiquettes de confidentialité, si l'ajout d'étiquettes peut autoriser ce type d'action. Mais D'accord, par défaut, non, je crois pas. d'accord. Mais donc il y a pas de, en fait, au niveau de l'administration, on peut vraiment tout gérer au niveau de Teams, il y a pas forcément besoin d'aller, ça n'ajoute rien, en fait, d'aller le gérer dans l'Azure AD? Non, il n'y aura pas plus d'autorisation. Dans l'Azure AD, c'est vraiment j'autorise l'accès invité ou je le bloque. D'accord, OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, moi, j'avais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Sur, comment dire, est-ce que c'est possible dans Teams, un peu comme ce qui se fait sur d'autres plateformes type Discord ou Slack, d'avoir une sorte de rôle de modérateur qui soit connu de tous? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de rebasculer certains messages, envoyer des messages, mais sous une forme. Moi, le souci que je rencontre, c'est qu'on est en train de mettre en place Teams et on essaie de bien le faire. Et il y a encore beaucoup de vieilles habitudes. Il y a encore beaucoup de choses qui passent par les conversations privées. Du coup, les documents sont un peu partout, c'est mal trié. Enfin, les canaux, du coup, les gens ont du mal à se les approprier. Et je voulais savoir si, d'une façon ou d'une autre, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment de l'humain plus que de l'outil. Et s'il y avait moyen, voilà, est-ce que par exemple, on peut associer une personne en tant que garant ou modérateur sur Teams? Est-ce qu'il y a un statut comme ça? Non, il n'y a pas de statut comme ça. Les seules options qu'il y a à disposition, c'est qu'on peut autoriser des propriétaires d'équipe à supprimer des messages et pas seulement ces messages à lui, mais les messages de n'importe qui. Et ça se passe dans le côté admin, du coup? Ouais, faut que je retrouve Ok. où c'est. Mais Ouais, ça peut être une des solutions, justement. Ok. Mais Ça après, marche. voilà, il n'y a pas de rôle de modération d'une personne qui aura accès à l'ensemble des canaux, qui pourra aller supprimer les messages par rapport à un message qu'on viendra lui signaler. Et surtout, il n'y a pas la possibilité de rediriger un message qui aurait été publié dans le mauvais canal ou dans la mauvaise équipe. Ouais, c'était ça C'est aussi. ça. Donc, Ouais. donc c'est principalement de la formation et de la sensibilisation
voilà, après, on s'organise comme on peut. C'est toujours difficile de trouver le juste milieu entre gouvernance et aussi souplesse, parce que faut pas être non plus trop strict, mais il y a des entreprises qui font ce choix et qui estiment que si une telle ou telle demande, elle n'est pas formulée via l'équipe, qu'elle n'est pas prise en compte. Alors c'est un peu strict, hein, mais faut voir la dose d'obligatoire en fait que vous mettez derrière tout ça quand vous vous adressez à vos utilisateurs et que vous les formez, que vous les sensibilisez. Voilà. C'est au niveau de la stratégie de messagerie dans le centre d'administration de Microsoft Teams, où vous pouvez créer des stratégies personnalisées et ensuite les attribuer à des utilisateurs. Donc on pourrait créer une stratégie qui autorise les propriétaires à supprimer les messages envoyés et attribuer cette stratégie à un ou plusieurs utilisateurs, un groupe restreint, qui va permettre à ces utilisateurs de pouvoir supprimer les messages. Après, au niveau redirection de messages, il y a aussi une autre fonctionnalité dans Teams qui permet de publier en fait dans plusieurs canaux. Ce qui permet, par exemple, de déplacer un message. Par exemple, ici, je prends ce message qui n'a pas été. Alors, c'est uniquement disponible pour les membres, enfin pour les personnes qui ont créé le message. Mais voilà, en tout cas, ils peuvent modifier leur message et choisir le canal dans lequel il faudra le publier. Donc, ouais, effectivement, ça peut être en répondant, on peut demander à la personne de bouger son message dans le canal qui est approprié. Quoi. Mais par contre, ça permet de déplacer ce message, mais ça ne déplace pas les réponses. Donc c'est encore, c'est un petit peu. Ça fait un doublon, quoi. Ok. Bah, merci. Ça fait doublon. Après, on peut le supprimer ici, une fois qu'il est copié ailleurs. Oui, c'est ça, mais du coup, on n'a plus les réponses, quoi. Voilà. Puis on Et excusez-moi, le fait de le supprimer du coup dans le canal d'origine, ça ne va pas le supprimer partout? Non. D'accord. Okay. Ça peut être une bonne solution quand même de contournement. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir encore, on a d'autres, bien sûr, on a d'autres sessions à venir. On essaye de faire des sessions sur la gouvernance régulièrement, mais là, je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore au programme, mais il y a d'autres thématiques à découvrir. C'est pareil, c'est tous les jeudis, une demi-heure de 10h à 10h30. Il y a beaucoup de choses autour de 365 de manière générale et autour de Jellybot aussi, si vous connaissez, qui est le chatbot de Devolis. Je n'ai pas pu, par contre, vous transmettre le script PowerShell parce que je ne sais pas pourquoi. Je crois que les documents ne sont pas acceptés, sûrement parce que c'est un événement public et qu'on n'est pas en réunion. Donc, si ça vous va, si ça vous intéresse surtout, je pourrais vous demander à Marine de l'inclure dans le mail qu'elle vous enverra avec le lien du replay du webinaire. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci Zoé, merci Guillaume. Merci à vous. Merci beaucoup pour Bonne toutes journée. les infos. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Au Très revoir. bonne journée. Au revoir.